Bonjour, bonsoir, bonjour, bienvenue au Monstre dans le placard. Ça va bien, Simon? Ça va très bien. C'est notre premier invité de l'année. Oui, Je devrais dire, c'est encore notre premier invité de l'année. et oui, ce sera toujours le premier invité qu'on a eu de toute l'histoire des Monstres dans le placard et pas le dernier, pas la dernière fois qu'on l'invite parce que c'est rendu une tradition maintenant. Elle Frank est avec nous. François, ça va bien? Bonjour, bonsoir. Oui, ça va super bien. Hey, troisième fois, tour du chapeau, hein? Frank, alors, moi, je ne savais pas cela de toi, mais cette année en particulier, au Monstre dans le placard, on s'est dit qu'on voulait aller on voulait voir des monstres plus spécifiques, peut-être aller plus local. Et toi, tu nous es arrivé avec l'idée d'aller voir les monstres de ton coin de pays. De quel point de pays tu parles en ce moment, là? Je parle du bas du fleuve, le bas Saint-Laurent. Donc, Ah à ne ah. pas confondre évidemment avec la Gaspésie, hein. Le nombre de fois que ça m'est arrivé que des gens de Montréal disaient que. Je leur disais que j'étais de Rimouski, puis ils étaient comme Ah, c'est tellement beau la Gaspésie. J'étais comme Non. Non. Donc, la région juste avant la Gaspésie, ouais, qui va de à peu près la région de la Côte-du-Sud, donc Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière, jusqu'à. Et là, je dirais que ça fait débat parce qu'il y en a qui considèrent que Matane est dans la Gaspésie, d'autres que non. En fait, c'est parce que c'est dans notre gros mélange de régions touristiques et de régions administratives. Donc, Oh. là, vos auditeurs du podcast pourront me corriger si jamais je me trompe, mais il me semble que touristiquement parlant, le coin de Matane, là, toute cette région-là autour, là, finalement, fait partie de la région touristique de la Gaspésie, mais que, administrativement parlant, Matane est dans le Bas-Saint-Laurent. Oh mon Dieu, Donc, identité ouais, double. une identité double, effectivement, oui. Donc, quand Mhm. même un très, très grand territoire, là, qui est, ma foi, là, assez long à couvrir. Là, on parle facilement un bon 2-3 heures de route là, pour se rendre de la Pocatière, Saint-Jean-Port-Joli, tout ce coin-là, là, jusque dans le fin fond de la région de Matane. Donc, ouais, un gros rectangle, là, finalement, de région administrative. La région 01, d'ailleurs, là, si vous me demandez, là, dans La les régions première. administratives du Québec. La première, oui, effectivement. Mais justement, c'est la première région administrative du Québec. C'est pas la Gaspésie, c'est pas non plus la région de la capitale nationale. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des légendes propres au Bas-Saint-Laurent? Ils ont toutes été comme importés d'ailleurs. Y a-t-il quelque chose qui est vraiment le Ouais, c'est no- une influence extérieure Ouais, c'est ou c'est ça. né là-bas? Ouais. Ben, je dirais qu'au Québec, de manière globale, on a vraiment une double influence au niveau de nos contes et légendes. C'est sûr Oui. qu'on a, d'une part, l'influence des Premières Nations. Donc, Mhm. évidemment, avec des monstres comme le Wendigo et toutes ces créatures-là de légende, ben, ça nous vient beaucoup là, justement des premiers peuples d'Amérique. Puis par après, ben, ça sont joints finalement le folklore européen. Parce qu'évidemment, les premiers colons en arrivant ici, nos ancêtres, ben, ont amené avec eux évidemment tout leur patrimoine, leurs contes et légendes, leur façon de faire, leurs techniques et tout ça. Donc, après ça, ça s'est mélangé. Puis, ce qu'on voit souvent dans les contes québécois, ben, c'est évidemment, on voit souvent revenir la figure du diable qui va Mhm. essayer de tenter les gens. Là. Ça, c'est vraiment l'influence catholique, là, finalement, qui vient s'immiscer, là, finalement, dans notre folklore et légende pour mettre en garde contre les tentations du diable. Donc, on a des contes, par exemple, comme Rose à Tulipe, La Chasse-Galerie, qui viennent vraiment foisonner, là, finalement, à travers le Québec. Et ben, je dirais qu'avec le temps, évidemment, au fur et à mesure que l'identité va se construire au Québec, chacune des régions va vraiment développer leur propre patrimoine, leur propre culture, folklore et légende. Donc, il y a par exemple le monstre du lac Memphremagog, donc qui a vraiment son identité propre et qui a été vraiment inventé pour la région. Puis aussi, le Bas-Saint-Laurent ne fait pas exception. On a aussi des créatures de contes et légendes qui ont été inventées, puis c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Oh, Ah, là, t'as yes! piqué notre curiosité, là, parce que je pense qu'au début, on avait effleuré quelques légendes, peut-être du Bas-Saint-Laurent, peut-être plus de Kamouraska, Un petit mais peu les monstres lacustres, mais pas oui, spécifiques, là. Sabrina a mentionné les monstres lacustres, puis il me semble qu'on avait parlé de quelques monstres lacustres, puis on avait reçu aussi des invités qui nous en avaient parlé dans ce coin-là, mais je suis curieux d'entendre ton point de vue. On commençait par les monstres lacustres parce que c'est Ben, peut-être... c'est vrai que quand je pense à Rimouski, je pense à étendue d'eau, je pense à Oui! bord de mer, je pense à, tu sais, des paysages, le fameux sous-marin qu'on peut visiter. Bon, c'est très cliché, là, mais moi, je ne suis qu'une touriste à Rimouski. Ouais, il me semble que c'est un bon spot pour apercevoir des monstres, non? Ouais, ben oui, effectivement, pour ceux qui n'ont jamais visité la région du bas du fleuve, particulièrement la ville où j'ai grandi, Rimouski,
C'est effectivement une région qui est très reconnue pour le maritime. Donc, juste Rimouski, évidemment, on a l'Institut maritime du Québec, qui est une des l'IMQ pour l'acronyme, là, qui est une des grandes écoles de marine. Là, on forme tout ce qui est capitaine de bateau, mécanicien de bateau, plongeur. Non, pas ceux-là qui sont dans la cuisine à laver de la vaisselle, là, ceux-là qui plongent dans l'eau. Là. Oh oui. Donc, aussi, on a l'ISMER, qui est le gros centre de recherche maritime à Lucar. Donc, vraiment, oui, on est beaucoup reconnu là, pour le monde marin. Mais c'est ça qui est intéressant avec le bas du fleuve, c'est que j'appelle ça une région un peu coupée en deux. Parce que d'un bord, tu as vraiment le milieu marin, Rimouski, qui est une ville vraiment collée sur le fleuve, là, littéralement. Alors que finalement, on a comme plein aussi de villages et de petites villes là, qui sont dans ce qu'on appelle le haut pays. Donc, un peu plus ça, finalement, les hautes terres, donc un petit peu plus haut là, en termes de strates de terre, là, finalement, puis beaucoup plus éloigné du fleuve, beaucoup plus chaude en été aussi. Le clash de température est quand même pas mal intense là, entre les deux zones du bas du fleuve. Puis, une région un peu plus agricole, un peu plus terrestre, forestière, montagneuse. Donc, vraiment deux types d'économie, puis deux types de modes de vie aussi. Là, le mode un peu plus marin, relié à la pêche, entre autres. Moi, je me rappelle toujours, là, finalement, à chaque. Ça s'en vient bientôt, là, justement, dans le temps de Pâques, avec la fonte des neiges et tout ça. On a le fameux crabe des neiges qui arrive fraîchement, là, finalement, dans les filets de nos pêcheurs et éventuellement dans nos assiettes. Donc, Rimouski, entre autres, on est reconnu pour avoir du crabe des neiges frais. Là, puis, ma famille a des contacts avec les pêcheurs du coin en plus. Là, donc, à chaque fois, on a comme le bon crabe frais qui arrive. Là, puis, on se fait des soupers avec ça et tout. Là. Donc, ouais, très relié au maritime. Puis, évidemment, ça se relie pas mal aux monstres, évidemment, là, aux créatures des contes et légendes. On a toutes sortes de sirènes, on a toutes sortes de monstres, finalement, envoûteurs là, des pilotes et des marins. Parce qu'il faut savoir aussi que, historiquement parlant, la région du bas du fleuve, c'est vraiment une région de pilotage. Donc, on avait finalement des pilotes et des gardiens de phare là, qui, finalement, populaient là, pas mal toute la côte du bas du fleuve. Pointe-au-Père, entre autres, est une station pour ça. On a le Bic aussi, Trois-Pistoles. Donc, plein de villes différentes, là, finalement, qui ont eu des maisons de gardiens de phare, qui ont eu des pilotes aussi. Les pilotes, dans le fond, c'est eux vraiment qui logeaient sur le bord de l'eau et qui guidaient les navires, là, finalement, jusqu'à Montport avant de revenir ensuite. Donc, c'était comme des guides marins, là, en quelque sorte, pour, entre autres, beaucoup les navires commerciaux. Fait que, autour de ça, c'est construit vraiment tout un folklore de sirènes envoûtantes, de monstres charmeurs ou de monstres terrifiants qui hantaient les mers dont il fallait se méfier. Puis un de ceux-là qui est quand même intéressant, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans le podcast, par contre, c'est Ponic, le monstre du lac Ponigamouk. Ah, Brièvement. Ponic! On en Ouais, a, ouais. on l'a effleuré. Puis il y a eu un de nos invités qui nous a glissé un peu de son expérience avec le lac Ponégamouk en général. Mais vas-y donc, on est curieux à propos de Ben Ponic. oui. Un petit peu de contexte d'abord avec la région de Ponigamouk pour ceux et celles qui sont moins familiers. Probablement que plusieurs de vos auditeurs et vous là, en avez entendu parler pas mal. Là. C'est un nom là, justement qui ressort surtout là, pour des destinations vacances ou des paysans, mettons, de la ville. Parce que Ponigamouk, en fait, le lac, plus particulièrement Ponigamouk, là, qui est vraiment le point géographique le plus connu de la région, c'est un grand lac encaissé, assez profond, vraiment dans une zone de vallée. Des Appalaches, en fait, là, qui forment des corridors, entre autres, vers le Maine et le Nouveau-Brunswick. Ponigamouk, entre autres, c'est beaucoup développé comme ça parce que c'est vraiment un point névralgique, là, justement, qui nous permet de rejoindre facilement la frontière américaine du Maine, puis aller vers le Nouveau-Brunswick et tout, là, puis c'est comme une espèce de carrefour un peu, là, finalement, entre les trois régions. Puis Pourquoi c'est il y ça, a c'est un un secteur un monstre là? peu. Ouais, c'est que c'est un secteur un peu isolé, puis les plus petites villes ou les plus petits villages un peu isolés, mais dans lesquels on circule quand même pour différentes raisons commerciales et tout. Ça reste quand même, c'est ça, là, une place assez propice quand même à inventer des créatures. Donc, c'est pour ça là, qu'il y en a une qui s'est jonchée là, finalement dans le lac Ponigamouk. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ponic s'est présenté vraiment comme un monstre de lac, un peu comme le monstre du Loch Ness en Écosse. C'est un peu comme notre monstre du Loch Ness local, en quelque sorte, là, qui habite dans le fond du lac Ponigamouk. Puis ça vient d'une légende malécite, ou plutôt, je devrais pas dire malécite, mais je devrais dire les Wolastoqua, qui est leur nom qu'ils ont revendiqué, là, le vrai nom de la Première Nation. Ouais, il faut se Nation qui est tenir au basée en courant ce parce moment que à ça Kakuna. change des fois. Oui. Là. Fait que, ouais. Oui, c'est ça, exact. Oui, il y a plein de nations là, qui ont revendiqué leur nom, là, comme les Hurons-Wendat, qui s'appellent maintenant plus Wendat officiellement, etc. Puis les Malécites aussi, c'est la même chose. Maintenant, on les appelle les Wolastoqua. Ben, Donc, bravo d'être finalement, à jour. merci. En Il faut bon l'apprécier. historien, j'avais pas le choix. J'avoue. Puis, donc, c'est une légende qui date d'avant
l'arrivée des Blancs. Il y a quelque chose de... Ouais. Il y a quelque chose qui était vraiment un monstre, une créature qui était perçue par les Premières Nations déjà dans cette région-là, avant même qu'il y ait la colonisation. Exact, exact. Donc, c'est carrément une légende, finalement, qu'on a repris, qu'on a popularisé avec le temps. À la base, ça vient vraiment d'une légende des Wallace Stockway qui racontait qu'un chasseur voulait vider le lac entièrement de ses poissons. Donc, le gars en mode un peu entrepreneur capitaliste s'est dit quoi d'intéressant à faire avec les poissons-là, je m'en vais tous les prendre. Donc, très ambitieux projet là, que de vider un lac complet de ses poissons. Quand même. Effectivement. Donc là, le pauvre chasseur, son projet n'a pas été d'un franc succès parce que lorsqu'il a tenté de vider le lac de ses poissons, il y a une grande créature gigantesque, verte, écailleuse qui a surgi pour le mettre en garde. Ça, c'est plus efficace qu'un portier de sécurité à l'entrée d'un bar. Littéralement, là, le gros monstre qui arrive et qui fait comme tu touches pas aux poissons. Donc, c'est un peu imposant, tu ne te reprends pas à 2 fois, mettons. Donc, la créature, finalement, on la voyait un peu, surtout dans les confessions, là, justement, des Premières Nations, où on est un peu dans une croyance un peu plus animiste, un peu plus en termes d'équilibre de la nature, en termes d'équilibre des forces et des esprits et tout ça, là, comme quoi, finalement, chaque chose est habitée d'un esprit et tout. Donc, finalement, le jeune homme, voyant cette apparition-là intimidante devant lui, s'est dit, OK, je ne viendrai pas le lac de ces poissons-là parce que clairement, la nature m'envoie un message, les esprits m'envoient un message. Faut pas rompre l'équilibre de la nature dans ce point-là. Donc, finalement, il a renoncé à son projet, vu que cette créature-là l'avait mis en garde. Donc, à ce moment-là, l'histoire est quand même relativement courte au sens où, ben, littéralement, il veut exploiter le lac, la créature le met en garde, et là, ben, devant la créature intimidante, décide de ne pas le faire carrément et de repartir chez lui. Donc, finalement, ça sert de belle mise en garde pour préserver la nature. Là. Donc, Ponic, le défenseur du lac Pointe-Égamour. J'aime ça. C'est un angle qu'on ne savait pas, pour vrai. Ouais. Ouais, parce qu'on a Puis, tendance à voir les monstres lacustres. En tout cas, nous, on a tendance à voir les monstres lacustres comme des gros animaux, des grosses bébites, mais pas comme ayant une volonté et une mission propre. Ça, je pense que c'est plus quelque chose qu'on va retrouver dans les légendes des Premières Nations. ben, ça, c'est une version, en fait, parce qu'évidemment, chaque conte et légende, il y a différentes versions, il y a différentes interprétations. Donc là, ce que je vous ai donné là, c'est vraiment une des interprétations, mais il y a d'autres versions qui parlent d'une bête au corps de serpent et à la tête de vache. Donc les versions vont varier entre autres là, sur son apparence, qui vivait dans les profondeurs du lac à environ 100 mètres. Puis cette bête-là, il faut savoir aussi qu'au départ, le nom, c'était pas tout à fait fixé non plus là, à travers les différentes versions, mais au 20e siècle, on l'a fixé un peu plus avec le surnom Ponic. Donc à ce moment-là, c'est devenu là, tranquillement pas vite un emblème de la région, une icône, quelque chose de très touristique. Puis il y a eu même, là, il y a la légende autochtone, mais il n'y a pas que du côté des Autochtones non plus qu'on va en parler. Il y a des témoignages apparemment de gens qui auraient aperçu ce fameux monstre-là de la légende. Puis ces premiers témoignages-là apparaissent entre autres au 19e siècle, où dès les années 1870, on va signaler des premières observations de malheureux passants qui auraient croisé Ponic de leurs yeux vus et qui en auraient témoigné. Puis finalement, un regain de rumeurs vers les années 50 qui revient là, par après, plusieurs décennies plus tard, quand le village va commencer à se développer, que ça va devenir une plaque tournante commerciale, touristique, entre autres avec le chemin de fer et tout ça. Et là, les médias locaux, bien évidemment, les médias qui courent après le buzz médiatique, évidemment, déjà à l'époque, se disent ah, il y a peut-être de quoi d'intéressant là à découvrir. Donc là, les médias commencent à s'y intéresser, la légende circule de plus en plus, au point où ben, on est vraiment passé d'un monstre de légende à une espèce de monstre touristique, en quelque sorte. C'est souvent le cas. On pense que les monstres lacustres comme ça fait, ça crée la dérision puis que personne veut prendre ça au sérieux. Mais les médias sont habituellement tout de suite dessus dès qu'il y a une rumeur. Ça fait vendre des journaux. Oui, effectivement, ça fait vendre la copie, comme on dit. Mm-hmm. Ponic, Ponic, c'est un monstre lacustre que je découvre maintenant qu'il a des origines des Premières Nations. Je pensais vraiment que c'était un de nos monstres qu'on percevait un peu partout, comme Champ ou on met tous les monstres lacustres dans le même panier facilement, je pense. On est plein de préjugés face aux monstres lacustres. Oui, ben c'est ça. Il est vraiment classé dans les, comme vous le dites, là, les monstres lacustres, là, finalement, comme vous avez nommé Champ du lac Champlain. Tantôt, j'ai parlé de Memphrey, là, justement, du lac Memphrey-Magog. Donc, ouais, finalement, à chaque grande étendue d'eau, on dirait que...
Ouais, la frontière, oui, c'est ça. C'est- Parce que l'eau, c'est intéressant, tu sais, il y a comme une espèce de. Effectivement, c'est un peu comme une frontière entre le connu et l'inconnu. Encore Mhm. aujourd'hui, là, si on prend par exemple les grands océans, l'océan Atlantique, Pacifique, etc., on a encore aujourd'hui, même en 2026, pas encore tout à fait exploré les fonds marins, vraiment les profondeurs abyssales et tout, là. On commence à les explorer, on commence à comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il y a comme écosystème là-dedans particulier. Mais encore aujourd'hui, ça fascine, c'est mystérieux, c'est épeurant même. Oui. Combien de contes et d'horreurs et de légendes il y a eu, entre autres avec un de mes préférés, Lovecraft, qui a Ben Ben oui, inventé oui. tout le mythe de Cthulhu, Dagon et tout ça, là, la qui partent des thalassophobie à son profondeurs. plus grand, là, tu sais, la peur des Exactement. profondeurs, on imagine tous une créature épeurante. Oui, ben c'est Oui. ça, exact. Puis autant le monstre du Loch Ness en Écosse que nos monstres des lacs, là, finalement, au Québec, incluant aussi Ponic, ben, il y a toujours un peu, ces monstres-là ont toujours un peu quelque chose de commun là, au niveau des grandes profondeurs, mystérieuses et un peu épeurantes, les zones brumeuses, la rumeur de monstres marins qui, finalement, c'est ça, là, mettrait un peu comme une espèce de zone de non-passage, là, finalement, ce lac-là. Puis plein de théories sur leur apparence, la raison de pourquoi ils sont là, d'où ils proviennent et tout ça. Donc, non, phénomène assez fascinant là, qui est quand même pas mal répandu à travers le monde, mine de rien, là. Mais je me Moi, je suis trompe-tu? curieuse. Oui, vas-y. Oh, Vas-y, pardon. Sabrina. Je suis curieuse de savoir, toi, vu que t'es originaire de Rimouski puis que c'est un Ouais. monstre qui est assez connu là-bas, tu connais-tu mettons, des personnes âgées, des pêcheurs qui l'ont déjà vu puis qui en parlent comme une légende de salon? T'es-tu témoin de ça? Non, malheureusement, j'aurais aimé ça te donner une réponse vraiment flyée, là, mais C'est non, correct. malheureusement, moi, j'ai pas trop été en contact avec les personnes le plus âgées, justement, qui étaient peut-être plus reliées au monde maritime. Non, en fait, Ponique, moi, j'en ai entendu parler vraiment de parts et d'autres entre les branches, parce que Ponigamuk, c'est quand même pas à côté vraiment là, de Rimouski. Hmm. C'est quand même assez éloigné les deux coins, là. Donc, non, ça, j'en entendais pas tant parler, moi, en étant à Rimouski. Mais j'ai des amis, effectivement, de Rivière-du-Loup, qui est pas trop loin, là, puis de toutes ces régions-là, là. J'ai habité d'ailleurs un peu à Rivière-du-Loup là, pendant une couple d'années. Puis j'en entendais parler un peu plus à ce moment-là. J'étais allé visiter aussi Ponégamouk parce qu'il y a des très beaux bâtiments patrimoniaux là-bas. Hmm. Entre autres, la microbrasserie Le Secret des Dieux, si je me rappelle bien le Oh! nom. Ouais, qui est jonché dans l'ancien presbytère, en fait, de l'église du village. Puis, super de beau presbytère historique, vraiment bien préservé et tout, là. Ils ont ouvert une microbrasserie là-dedans. Puis, j'étais allé là-bas, j'avais fait un peu le tour du lac, je m'étais arrêté à la microbrasserie et tout ça. Puis là, j'en entendais vraiment beaucoup parler. Même sur Oh! les menus, c'était intéressant parce que les menus de la brasserie, c'était comme des répliques d'anciens journaux où on parlait du monstre du lac Ponégamouk. Moi, je suis surpris quand même que malgré tout, bien qu'il y ait des origines diverses pour ces monstres lacustres-là, ils ont tous un peu le même profil. C'est Ouais, tous des grands exact. serpents, des grands serpents de mer. C'est pas des poissons, c'est pas des Non, c'est vrai. tortues, c'est toujours le même type d'animal et ça me fascine. C'est comme Mhm. si l'onde du lac était elle-même le Ouais, c'est monstre. Ouais. ça. Ouais, Euh, ça, d'après moi, ça doit venir, si je peux faire un lien là-dessus. Je ne sais pas à quel point Ouais, le ouais. lien est pertinent, mais surtout pour nous, là, justement, tu sais, de descendance européenne et tout, je pense que ça doit probablement venir des légendes nordiques. Par exemple, là, la mythologie germanique, la mythologie scandinave et tout ça. Parce qu'entre autres, Hmm. chez les Scandinaves, on a le serpent-monde Jormungand, qui est oui. Ah, c'est vrai. le fils de Loki. Loki qui a eu plein d'enfants un peu weird, puis très, très d'apparence monstrueuse aussi, là. Mhm. Dont justement le serpent Jormungand, qui dans le Ragnarok, c'est lui qui va faire un combat final épique contre le dieu Thor et qui va le tuer en l'empoisonnant. Mais Oui. en même temps, Thor va l'abattre de son marteau, donc les deux ils vont juste s'entretuer dans la bataille, en fait, là. Hmm. Puis c'est un serpent qui était tellement immense et long que justement, apparemment, juste sa longueur au complet encerclait Midgard, qui est le monde des hommes, là, ça encerclait la planète au Wow. complet. C'est. Donc, puis lui était dans les océans, faisait peur un peu à travers les légendes et tout, des profondeurs et tout ça, là. Donc, je me dis peut-être que les créatures des lacs et des cours d'eau et des mers, en fait, doivent probablement descendre de Jormungand à quelque part. Tous des bébés serpents. Mais là, Ouais, c'est ça. Mhm. mais là, t'as pas. T'as dit, t'as commencé par Ponic, mais t'as commencé surtout en disant qu'il y avait plusieurs légendes de sirènes et de créatures séduisantes ou attirantes. Ponic, c'est pas ça. Ponic, c'est pas Non. une créature séduisante. Est-ce que t'en connais de ça?
Des créatures, des J'en sirènes? connais pas précisément, non, malheureusement, j'en connais pas. Là, je peux pas vous en nommer comme tel, mais en fait, ça, je dirais que c'est un folklore quand même très commun dans les milieux maritimes. OK. Parce qu'encore une fois, on est toujours un peu attiré par les mystères de la mer. Il y a toujours un peu quelque chose d'inédit et de mystérieux là, par rapport au milieu maritime. Surtout OK. lorsqu'il y a des tempêtes, il y a de la brume et tout ça. Donc, je dirais que dans les communautés, les paroisses et les villages, avec le temps, ben, c'est toujours développé un peu là, comme quoi des rumeurs où quand il y avait des marins qui se perdaient en mer ou quand il y avait des bateaux qui échouaient de manière un peu inexpliquée et tout ça, ben, même au Bas-Saint-Laurent, ça se racontait souvent à droite et à gauche. Là, puis il y avait plusieurs anecdotes publiées dans les journaux et tout là, qui parlaient comme quoi ben, tel ou tel navire avait peut-être pu être embouté par une belle sirène, avait peut-être pu être Ah, ah, ah. charmés ou désorientés par une créature surgie des mers qui les aurait fait s'échouer ou peu importe. Donc, ouais, ça, c'est un folklore assez commun, je pense, dans les milieux maritimes. Puis, l'origine culturelle de ça, je dirais, ben, considérant qu'on a quand même beaucoup d'origines, entre autres bretonnes, les Hmm. Bretons qui sont reconnus comme étant des marins là, assez aguerris et tout, ben, probablement que ces légendes maritimes-là, avec les premières colonisations, se sont juste transmis en fait à travers le temps et transformées et retransformées d'une région à l'autre. Ça fait du sens. Tu as parlé aussi de fantômes et de maisons hantées. Oui, Ça, effectivement. ça m'épate. Mhm. Ben, en fait, l'anecdote de la maison hantée vers laquelle je voulais vous orienter, c'était par rapport à Trois-Pistoles. Oh. Tantôt, j'avais parlé de maison de pilotes marins. Il y aurait, Oui. paraît-il, à Trois-Pistoles, un lieu hanté qui serait précisément une maison de pilote OK. à Trois-Pistoles. Quand Ouais. tu parles d'une maison de pilote, tu veux dire quoi au juste? C'est quoi un pilote au sens maritime? Ben, les pilotes, dans le fond, c'est ceux qui guidaient les navires, en fait. Donc, quand il y avait, OK. entre autres, le fleuve, ben, le fleuve Saint-Laurent, évidemment, de tout temps, ça a été un. Depuis les premières colonisations, ça a été toujours un carrefour, on va dire une autoroute là, finalement maritime où circulaient plein de navires, entre autres commerciales. Puis évidemment, ces navires-là, surtout quand ils provenaient de l'extérieur, comme par exemple de l'Europe ou des États-Unis, ben, évidemment, ils ne connaissaient pas beaucoup notre cours d'eau. Puis avec les moyens de l'époque, ils ne savaient pas trop, par exemple, comment se rendre à Québec, comment se rendre à Montréal, tout ça. Hmm. Mais nos pilotes locaux, eux, savaient comment. Savaient comment Ah. naviguer notre bout de mer et tout ça. Donc, il y avait tout un système en fait de pilotes qui se relayaient pour mener les navires à bon port, soit à Québec ou à Montréal ou dans tous les différents ports commerciaux là, finalement qui jonchent le fleuve Saint-Laurent. Donc à ce moment-là, on installait à différents endroits propices des maisons de pilotes où les navires pouvaient juste arrêter, faire signaler qu'ils étaient là. Et après ça, ben, le pilote engagé, lui, allait vers le navire, allait les guider à travers les cours d'eau. Et après ça, il rentrait chez lui après avoir guidé les navires à bon port. Donc, avec aussi, ben, il travaillait beaucoup avec les gardiens de phare, entre autres avec le fameux phare de Pointe-au-Père au site historique maritime. Pointe-au-Père, Trois-Pistoles, le Bic, c'était vraiment trois stations de pilotage à différents moments du bas du fleuve où il y a eu ce genre d'installation-là. Et ben, justement, celle de Trois-Pistoles, apparemment, paraîtrait-il qu'elle serait encore hantée. Oh, Ah! hanté par qui? Par quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Ben, c'est ça. En fait, il y a des histoires locales qui rapportent différents trucs un peu sordides, comme des récits de noyades, de tempêtes, de pilotes morts au travail, précisément dans ce coin-là. Des histoires locales qui rapportent entre autres des bruits inexplicables provenant de la maison. Des pas dans les escaliers, des portes qui vont s'ouvrir et se fermer toutes seules. Un peu le classique, là, finalement, des fantômes qui hanteraient des maisons. Là. Finalement, ça, c'est un peu le genre de signe distinctif qu'on entend souvent. Puis présence ressentie apparemment d'un pilote décédé pendant son travail qui serait revenu hanter son lieu de travail. Donc, Oh! un peu plate pareil pour lui, hein, je veux dire, le gars, il a juste jamais pu prendre sa retraite en fin de compte. Là. Même dans la mort, il revient travailler. Oh non! Jamais libéré de son shift. La pire, c'est ça, jamais libéré de son chiffre, la pire Hmm. histoire d'horreur qui peut atteindre un être humain. Il peut bien être fâché, le pauvre. Mhm. Puis, ben, c'est ça. Donc, finalement, ce serait un ou plusieurs, ben, peut-être même que c'est plusieurs pilotes, en fait, là. Ce serait un ou plusieurs pilotes qui entraient à la maison et qui causeraient des phénomènes inexpliqués, là, finalement, dans la maison. Puis c'est le genre de récit, en fait, qu'on entend souvent au Bas-Saint-Laurent, en fait, où on va prendre des maisons anciennes associées au fleuve, où on va entendre, par exemple, des chaînes, des grincements, des coups sourds pendant la nuit, souvent après la mort tragique d'hommes de garde ou de marins. C'était des métiers qui étaient quand même pas mal à risque. Puis évidemment, il fallait être quand même, fallait avoir beaucoup d'habileté là, pour faire ce genre de métier-là. Et ben, la mort, finalement, ou les blessures au travail étaient malheureusement quand même monnaie courante. Donc, à ce moment-là, quand quelqu'un décédait sa job, on pouvait s'imaginer toutes sortes d'histoires par rapport à lui. Moindrement, entre autres, il y avait des phénomènes de la nature qui causaient des coups de vent ou des choses comme ça. On pouvait s'imaginer que Petit Joe, qui était pilote avant, finalement, était juste revenu hanter le lieu, en fin de compte. Mhm. C'est
C'est cool parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'associe au milieu maritime, d'avoir ces histoires de fantômes, et spécialement ces vieux marins fantômes qui reviennent. Il me semble que c'est propice, il me semble que le milieu maritime est propice à ce genre d'histoire-là. Ouais, non, c'est ça. Les histoires d'horreur sont assez fréquentes tu sais, par rapport au milieu maritime. Tu sais, tantôt, j'avais cité Lovecraft, qui a énormément insisté sur le milieu marin comme étant un milieu franchement épeurant où il se passait toutes sortes de choses, où il y avait toutes sortes de créatures, là. Notamment Cthulhu, qui est probablement la plus emblématique, là. C'est d'ailleurs le nom de son mythe, là. Toutes les histoires de Lovecraft, on le résume par le Cthulhu Mythos, donc le mythe de Cthulhu. Ouais. Qui est vraiment la créature marine emblématique. Donc, non, effectivement, c'est un pattern assez courant. Le milieu marin, là, je ne sais pas, c'est peut-être à cause de la pointe de mystère puis du fait qu'on en apprend toujours, même encore aujourd'hui, mais ouais, il y a toujours quelque chose d'épeurant par rapport au milieu marin. Mais il y a Je quelque pense chose. qu'il y a toujours des légendes qui se nourrissent du fait qu'on nage pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, on sait nager, là, certains d'entre nous, mais personne ne respire sous l'eau. Je pense que c'est comme C'est ça. c'est un autre biome, là, ça fait peur quand même. Mais non, tu as raison, Sabrina. Je pense qu'il y a beaucoup du fait que la mer, puis historiquement, en plus, la mer, c'était tellement dangereux, puis ça finissait Ouais. par prendre les humains, puis à les noyer. Puis en même temps, il y avait une espèce de respect acquis pour cette force-là. Tu sais, c'est presque Ouais. l'équivalent de l'espace, là, dans une Oui. certaine mesure. Tu peux pas respirer, tu peux pas, tu sais, tu peux pas, t'es pas en pleine capacité, il faut que tu t'adaptes. Fait que ça fait peur, en tout cas. Exact. Puis dans le folklore québécois, ben, ces maisons hantées-là, liées à un métier dangereux, par exemple, on avait, là, j'ai parlé des pilotes, mais les gardiens de phare aussi. Mhm. Parfois, leur métier pourrait être quand même risqué, surtout architecturalement parlant, vu comment étaient faits les phares, ben, débouler d'un escalier, trébucher à quelque part, que finalement tu te blesses, puis ça peut être mortel et tout, là, c'est comme ça pouvait arriver. Là, la CNESST n'existait pas dans ce temps-là, Non, c'est puis ça. les normes de bâtiment n'étaient pas les mêmes non plus, là, donc des fois ça pouvait être un peu limite. Et surtout, Puis je pense que on avait aussi les draveurs des fleuves aussi là, dans Oui, les camps de bûcherons, Ah, ouais. j'y avais draveurs de jamais rivière. pensé. Est-ce qu'il y a des histoires de fantômes qui entourent les draveurs? Moi, personnellement, j'en connais Sûrement. pas. En fouillant, OK. probablement que je serais capable d'en trouver, mais le draveur, c'est reconnu vraiment c'était reconnu comme un gros métier à risque. Nous, entre autres, à Rimouski, on connaît très bien les draveurs, justement, parce que dans la rivière Rimouski, qui passe directement dans la ville, Oui. il y avait, entre autres, une usine de la compagnie Price, la compagnie Price Brothers, qui était vraiment au 19e siècle, surtout début 20e, vraiment la grande compagnie d'exploitation forestière au Québec, notamment dans le Bas-Saint-Laurent. Ils ont d'ailleurs donné le nom à un village, le village de Price, qui est Hmm. pas trop loin plus vers Montjoli. Puis entre autres, c'est ça, on avait beaucoup de draveurs dans la rivière Rimouski parce qu'il y avait une usine de transformation des copeaux de bois qui était vraiment à l'entrée de la rivière Rimouski, là, pas trop loin de la ville. Dans la ville, en fait, carrément. Et fait intéressant, cette usine-là, elle est à l'origine du grand feu de 1950, à Rimouski, qui a brûlé le quart de la ville. Oh, Oh, fait que, Ouais, parce tout ce que qui ouais. entoure cette industrie-là, il y a comme une aura de tragique autour, là. exact. C'est pour ça Ah. qu'encore aujourd'hui, à Rimouski, quand vous êtes vraiment du côté du centre-ville, du côté ouest de la cathédrale de Rimouski, tout ce qui se trouve dans ce coin-là date de 1950 à montant. Tu n'as pas aucun bâtiment ou presque qui date antérieur à ça parce qu'ils ont presque tout été brûlés, là. Quand on regarde les photos, le feu a vraiment été terrible, là. Ça a rasé pratiquement tous les bâtiments jusqu'au sol. Au point où on a dû reconstruire carrément le quartier au complet, puis ça a été vraiment une grosse entreprise, quand même pas mal intense. On a Mhm. relocalisé le centre-ville en ce qu'il est aujourd'hui et tout. Puis, dans cette usine-là, ben, on avait des draveurs qui travaillaient souvent à la rivière pour amener les bûches de bois, les ramener à l'usine, les transformer en copeaux, puis en produits industriels et tout. Donc, à ce moment-là, autant relié à Rimouski, c'est autant relié finalement à l'événement tragique du feu que ben, il y a tout un mythe entourant le métier de draveur, comme quoi, ben, premièrement, c'est dangereux. Mhm. Deuxièmement, s'ils se perdent dans les rivières, dans les forêts et tout, ils peuvent en lier autant les lieux naturels que leurs lieux de travail. Donc, on revient un peu là, finalement, à cette dynamique-là entourant les pilotes aussi. Mhm. Ouais. Fait que vraiment, autour de l'eau, autour des lacs, autour du fleuve aussi, Des il y a métiers dangereux. les métiers dangereux et isolés, j'allais dire tantôt Isolés, ouais. à propos des gardiens de phare qui ont cette caractéristique d'être isolés longtemps loin. Mm. Euh, Qu'est-ce qui est pour toi je ne veux pas dire le monstre emblématique, mais ouais, allons-y. Qu'est-ce qui est pour toi le monstre emblématique du Bas-Saint-Laurent pour toi? Qu'est-ce que c'est que peut-être pas. Ouais, ouais, donc ton C'est une préféré. bonne question. Ouais, c'est une bonne question.
Qu'est-ce qui est le monstre préféré pour moi? Ben, moi, deux histoires qui viennent toujours me chercher. Bien évidemment, il y a Ponic, dont j'ai parlé tantôt, là, que Oui. je trouve toujours ça fascinant. Puis je suis quand même fier de ma région à ce niveau-là, qu'on ait notre propre monstre du Loch Ness. C'est À vrai. quelque part, là, un peu comme les gens de Magog, Memphrey Magog, doivent être aussi quand même fiers de le mettre de l'avant. Fait qu'il y aurait ça, d'une part. Puis sinon, ben, je dirais qu'il y a aussi une légende que j'ai pas encore parlé, celle de l'île au massacre. Parce Oh, que c'est en plus le vrai nom de Oh! l'île. Elle s'appelle vraiment l'île au massacre. Oh my God. Sur la carte, là, les gens qui la cherchent peuvent trouver l'île au massacre. Ouais, dans le parc du Bic. Je sais pas si vous êtes déjà allé. Peut-être que je sais pas s'il y a de vos auditeurs là, qui sont fans de camping, mais ou de randonnée pédestre. Mais le parc national du Bic, je pense que c'est un des plus beaux parcs. À mon Oui. avis, là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est un des plus beaux parcs qu'on a au Québec. Vraiment, là. Non, je suis Euh, d'accord. Ouais, parc géré par le CEPAC où tu as tout un mix de paysages là-bas. Tu as autant des paysages de chaînes de montagnes, de forêts. En plus, avec l'archipel des îles du Bic que tu vois, tu as des super de belles vues là, sur le fleuve, l'horizon au loin avec les forêts et tout. Là, c'est non, vraiment là, pas mal parmi les plus beaux points de vue. Et parmi les histoires sordides, au point où il y a une île qui s'appelle carrément l'île au massacre aussi. Et l'île fait partie du parc. Et c'est vraiment intégré dans la baie, comme. Ouais, exact. Et pas C'est une des loin îles. de la côte. C'est carrément une des îles de l'archipel du Bic. Puis oui, elle est vraiment pas loin de la côte. On peut y accéder à marée basse. Wow. Et Mais qu'est-ce que c'est l'histoire qui entoure pourquoi ça? ça s'appelle de même? Oui, C'est anxiogène. Ben, en fait, faut pas chercher très loin pour la signification du nom, c'est que c'est littéralement relié à un récit de tuerie collective. Donc là, on va rentrer dans le moment macabre Bon. du podcast. on mettra une En alerte fait, c'est un macabre. toponyme qui évoque un épisode assez sanglant qui est survenu à une grosse époque de conflit. Donc, selon certaines traditions locales, en fait, on y aurait situé un affrontement meurtrier entre groupes autochtones. Donc, d'une part, là, finalement, des alliés algonquins, entre autres les Micmacs, qui étaient alliés là, des Français. Et aussi, ben, les Iroquois des Cinq Nations, qui auraient finalement là, fait une espèce de razzia là, vers ces groupes-là pour dans le but là, autant de leur guerre entre eux que dans la guerre qu'on avait entre les Français et les Anglais là, au niveau des guerres coloniales. Parce que ça se faisait vraiment sur deux fronts. Il faut savoir qu'à l'époque, là, à l'époque de la Nouvelle-France, d'une part, les Français avaient des nations autochtones qui leur étaient alliées. Donc, entre autres, on avait justement les Wendat, on avait toutes ouais, c'est ça. On avait les Wendat, on avait les Micmacs, on avait, bref, plusieurs nations là, finalement qui étaient reliées à, on va dire, la grande famille algonquine, qui étaient qui étaient les alliés des Français. Et après ça, du bord des Anglais, on avait par exemple les Mohawks, on avait les nations iroquoises finalement qui étaient regroupées en confédération. On les appelait les Iroquois des Cinq Nations, qui étaient les alliés des Britanniques. Donc à ce moment-là, autant que les Français et les Britanniques se coltaillaient entre eux que les nations autochtones aussi, ben, ils ne s'aimaient pas toujours entre eux non plus. Puis il y avait des guerres saisonnières au niveau des ressources, au niveau des prisonniers qu'on ramenait dans notre communauté, au niveau des territoires, tout ça. Donc, eux aussi avaient comme un peu, on va dire, leur propre politique interne là, au niveau des conflits. Puis à ce moment-là, autant eux se servaient de nous pour se battre contre leurs ennemis, autant inversement, nous, on se servait d'eux pour se battre contre nos ennemis aussi. Donc, il y avait comme ce double jeu-là là, qui se faisait. Et l'île au massacre, en fait, c'est un de ces épisodes-là. Ça aurait été un affrontement là, finalement entre des Micmacs et entre des Iroquois. Ou sinon, ben, il y a d'autres versions qui parlent aussi d'une attaque de corsaires navigateurs européens qui auraient massacré les occupants de l'île. Les versions ne s'entendent pas toujours. Là. Autant on parle d'un conflit entre nations qu'un conflit qui impliquerait un peu plus les Européens. Les détails, évidemment, vont changer d'un conteur à l'autre. Je pense que chacune des légendes a toujours une version différente selon qui la raconte. Mais au final, le résultat est toujours un peu le même. C'est qu'on massacre une population qui était sur l'île pour X raisons. Et à ce moment-là, leurs esprits collectivement vont revenir hanter l'île à la tombée de la nuit. Et, Oh. et la communauté qui a été massacrée là-bas, c'était les. C'était qui? Les Micmacs. C'était les Micmacs. Oui, exact. Parce que ben là, aujourd'hui, les Micmacs sont plus du côté de la Gaspésie. Là, on a deux communautés, entre autres, celle de Gaspé puis de Guisgapéguag, qui est plus dans la baie des Chaleurs puis vers Gaspé. Et là, Mais on a établi au début que le Bas-Saint-Laurent n'est pas la Gaspésie. Alors, Non. soyez non, gardés ça en tête. effectivement. Effectivement. Ben écoute, j'ai fait un show cabaret à l'abbé dernièrement et tu sais, on s'est bien informé avant de parler. L'abbé n'est pas le Saguenay. Hmm. Donc, tu sais, Ah, c'est vraiment important de faire attention aux distinctions. Donc, oui, informez-vous quand vous allez dans une autre ville pour pas choquer les habitants, puis y aller exactement, avec ouais. leurs termes à eux. Voilà.
Et Ouais, ça, non, c'est ça. Nos homologues du Nord au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que Bas-Saint-Laurent, c'est plus sur la rive sud, là, mais ouais. Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus du côté du Nord, justement, eux autres aussi, là, ils ont la Puis le particularité Saguenay, c'est pas la régionale de. Beauce, parce qu'il y a du Le monde qui Saguenay, c'est pas confond. la Beauce. Le Ouais, lac, c'est pas ouais, le Saguenay. En tout cas, bref, c'est ouais, ça. il y a aussi des coupures régionales là, qu'il faut savoir. Ouais. Et quand tu dis que les anciens, l'ancien peuple de l'île du Massacre revient le soir, ça se manifeste comment, ça? On a-tu des détails sur est-ce qu'on entend des tambours? Est-ce qu'on voit des feux? Est-ce qu'on détecte des... de quoi Ça ça a crée toutes l'air? sortes d'images, là, vraiment. Ouais. Écoute, les versions divergent évidemment l'une de l'autre. Comme je disais tantôt, là, autant la cause du massacre, on n'est pas sûr si d'un bord ça pouvait pas être des corsaires, des navigateurs européens qui auraient simplement massacré les pauvres résidents autochtones là, finalement qui étaient sur l'île, puis que ces gens-là, par acte de vengeance, se seraient revenus hanter le lieu où ils sont décédés. Ou si ça n'aurait pas été un conflit. La version la plus commune, c'est vraiment la guerre entre deux nations iroquoises qui a dégénéré, là. Mais autrement, c'est ça. Les versions, déjà, au niveau de la cause divergent, mais au niveau des manifestations aussi, ça va diverger. Moi, pour ma part, en tout cas, étant de Rimouski, Rimouski, c'est à peu près à 15 minutes du Bic. Donc, c'est Mhm. vraiment à côté. Là, j'y suis allé très fréquemment. J'ai plusieurs de mes bons amis aussi qui sont des natifs du Bic. Puis ces gens-là, toute ma vie, j'en ai à peu près un peu entendu parler, pas mal entendu parler, là, où j'ai entre autres entendu parler de manifestations de justement de tambours, de chants, de mots de langue inconnue, probablement la langue justement des Micmacs et tout, là, qui surgiraient, là, comme quoi il y aurait comme des drôles de rituels, des drôles de chants, des trucs un peu ésotériques et tout là, qui se passeraient. Un peu comme si les morts se relevaient pour faire le party une dernière fois, là, à quelque part. Là. Hmm. Parce qu'on peut penser que dans une des versions, justement, ce serait les Iroquois qui auraient embusqué les Micmacs. Sans qu'ils s'y attendent, ils se seraient juste fait massacrer en plein party, là, à quelque part. Ils auraient tenté de répliquer, mais vu qu'ils ont été embusqués par surprise, ils n'ont pas pu répliquer à temps, puis les Iroquois l'ont emporté, à quelque part. Puis après ça, ben, ce serait les esprits de ces gens-là qui s'en relèveraient une autre fois pour faire le party. Donc, ou probablement aussi trucider chaque personne trop aventureuse pour aller les voir et tout. Là. Donc, il y a un peu ce récit-là aussi. Ouais, ouais. Euh, Puis on parle entre autres d'une île hantée par des cris au vent. Entre autres, justement, il y en a qui témoignent. Il y a eu des témoignages avec le temps qui parlent qu'ils passent à côté de l'île, puis par des temps de vent, il aurait entendu comme des cris et tout ça. Des silhouettes aperçues dans la brume aussi. Des lumières étranges qui proviendraient peut-être de lumières de feu au loin, des choses comme ça, alors qu'il n'est pas supposé avoir personne là. Une impression d'oppression également lorsque la marée monte, là, de sentir comme une espèce de présence un peu intimidante et tout. Surtout par la nuit ou par mauvais temps. L'explication logique derrière ça, c'est que ce serait probablement comme une espèce de corridor de vent ou des choses comme ça là, qui donneraient l'impression d'un cri ou d'un ululement. Ah! Euh, Ah, mais ouais. les gens, évidemment, l'imagination est assez florissante hein, chez les gens. Donc, moindrement, on entend parler de quelque chose, on fait des associations, puis on se dit, ah, c'est depuis le temps qu'il y a eu des Autochtones de massacrer là-bas, c'est eux qui reviennent, on entend leurs cris, puis Oh, ouais, tout un folklore qui ça nourrit découle de ça. ça. Là. Ouais. C'est sûr que Mhm. quand la place s'appelle de même, ça invite l'imagination à trouver des raisons aussi. Je veux dire, c'est. Ben, c'est ça, moi-même, Mm. étant natif de là-bas, là, justement, la première fois que j'ai entendu parler de l'île au massacre, je pense que j'étais adolescent. Puis déjà, petit gars, adolescent en pleine croissance, de savoir qu'il y avait une île qui s'appelait l'île au massacre, ça m'a captivé, puis j'étais comme, ah, c'est badass comme nom, pourquoi ça s'appelle de même? Tu sais? Mhm. Ah, ah. Fait que ça, c'est vraiment un de ceux-là qui est le plus proche de ton vécu. C'est quelque chose qui a hanté ton enfance, l'île du massacre. Ouais, ouais, oui, littéralement, c'est quelque chose que j'ai entendu pas mal parler là, à travers mon enfant. Ben, moins mon enfance, plus mon adolescence puis début de l'âge Mhm. adulte. Puis en plus, ben là, vu que j'ai fait mes études en histoire, mon bac, je l'ai fait à l'Université du Québec à Rimouski. Ben, avec mes professeurs, avec mes collègues, j'ai eu quelques emplois aussi en patrimoine là, dans mon coin. Fait que, à travers mes expériences de travail, mes études, discussions avec mes collègues, mes professeurs et tout ça, là, j'ai ouais, plus creusé puis entendu parler de cette légende-là. Là, puis encore aujourd'hui, là, je trouve ça fascinant. Moi, je trouve ça écœurant. Je trouve ça écœurant que ce soit juste à côté de nous puis qu'on en sache si peu de choses. Le Bas-Saint-Laurent, c'est pas si loin de. Ben, on dit c'est pas si loin. On a dit 2 heures de route d'un bord à l'autre au début, puis il y a probablement certains de nos auditeurs européens qui font comme quoi. Mais non, 2 heures au Québec, c'est pas si loin pour Non, c'est ça. pouvoir. Non, c'est ça, comme moi je réside à Québec, puis ben, pour revenir dans mon coin à Rimouski, aller voir ma famille, mes amis de là-bas et tout ça, ça me prend 3 heures de route.
3 heures, 3 heures et demie quand je fais des arrêts, là, mais ouais. Donc, c'est juste à Pas côté. si loin, mais Toute chose étant relative. exact. Mais c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est juste à côté de nous, dont on sait si Ouais. peu. C'est en grande partie pour ça que je pense qu'on voulait faire ce podcast-là. Merci Oui. énormément, Hell Frank, de nous renseigner. Encore une fois, de nous Encore une renseigner fois. sur ces grands mythes et légendes du Québec. Ben, Mais ça fait plaisir. Frank, si on veut te suivre ton travail parce que tu fais, t'es historien, mais t'es aussi Twitcher. Oui, effectivement. Donc, mon vrai nom, François Lafont, c'est celui que j'utilise entre autres pour des podcasts comme ça. Mais on me connaît aussi sous le pseudonyme Hell Frank. Donc, un nom qui rappelle quasiment un peu là, certains contes et légendes que j'ai parlé tantôt. Hell comme enfer, H-E-L-L, Frank, diminutif de François ou Francis, usuel là, que tout le monde connaît. Donc, Hell Frank, H-E-L-L, F-R-A-N-K, tout collé en un mot. J'ai le même nom pas mal partout. Là. Je suis actif principalement sur Twitch où je fais des lives de vulgarisation historique. Je prends des jeux souvent thématiques historiques et je vais les relier là, justement à la réalité et tout. Je fais des podcasts aussi, des chroniques. Je fais des vlogs aussi, des lives IRL où je me promène en événements. Je filme des bâtiments historiques. Je parle un peu de l'histoire de la place et tout ça. Donc, j'amène les gens à faire un peu des visites urbaines historiques avec moi, là, en quelque sorte. Puis sinon, ben, je fais des capsules aussi sur Instagram, TikTok et YouTube à l'occasion. Donc, peu importe la plateforme que vous fréquentez, cherchez Hell Frank, puis vous allez me trouver, c'est sûr. Génial. Bon, on va suivre ton travail de près, puis tu es clairement réinvité à notre podcast chaque année. On en fait Pour une ouvrir tradition. l'année. Ben oui, Parfait, écoute, je vais déjà commencer à penser au sujet pour l'an prochain. Génial. Mais juste avant de conclure, si tu devais nous dire quelque chose qu'on devrait garder, quelque chose qu'on devrait oublier, non seulement des monstres, mais du Bas-Saint-Laurent. Ah, c'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que les gens devraient garder en tête et qu'est-ce qu'ils devraient oublier? Mise en garde pour l'île au massacre et au lac Poinégamouk. Si vous allez pêcher au lac Poinégamouk, faites attention. Donc, essayez de ne pas trop être abusif au niveau de la pêche. C'est vrai. Pêchez pas trop de poissons d'un seul coup, ça se peut que Ponique ne soit pas content. Sinon, l'île au massacre, essayez, si jamais vous passez là-bas de soir, essayez peut-être d'entendre les cris des Premières Nations qui font le party. Sait-on jamais. Puis sinon, qu'est-ce que vous devriez garder et retenir? Que c'est une très belle région à visiter, belle destination touristique où il y a beaucoup de beaux bâtiments historiques à aller voir, notamment la cathédrale qui date de 1865, qui est vraiment un bijou, là, autant paysager que patrimoine bâti historique. La maison La Montagne également, qui est la plus vieille maison du bas du fleuve. Une des plus vieilles, du moins, là, la deuxième plus vieille, si je ne me trompe pas, qui date de 1776. Donc, maison du régime français qui appartenait à la fille du premier seigneur des lieux. Là où j'ai travaillé moi-même comme guide-interprète pendant à peu près 3 ans. Donc, allez-y. Ils font même des fournées de pain avec un four à pain d'époque. Donc, ça vaut la peine. Cool. Ouvert pendant l'été, je vous recommande vraiment d'y aller. Merci beaucoup, François. On est vraiment contents. Apparemment, merci beaucoup encore pour l'invitation. Tout le monde, on se dit à la prochaine de la lune. Merci.